Que seriez-vous prêt à accepter par amour? Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Comme vous pouvez le voir avec ce beau bronzage sous carré, je suis de retour de vacances et j'espère que les vôtres se sont bien passés également. Et pour rappel, mon deuxième livre sort à la rentrée, donc pour ceux qui souhaitent le précommander et me soutenir dans cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à le précommander, je vous mets le lien en espace info. Et dans un commentaire épinglé, j'en perds mon latin carrément. Donc n'hésitez pas, l'histoire est complètement folle et c'est une histoire vraie de true crime cette fois. L'affaire d'aujourd'hui est franco-marocaine, donc comme d'habitude pour les affaires francophones, soyez gentils dans les commentaires parce que la famille de la victime pourrait tomber dessus. Donc soyez gentils, s'il vous plaît. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Toute la semaine, la cour d'assises de la Charente va tenter de lever le voile sur une mystérieuse affaire. Le 12 juin 2005, Karima Benelal, aide-documentaliste au lycée Guès de Balzac, monte dans la R21 de son mari, Karbal Dandouni. Direction le Maroc. Les proches de Karima ne la reverront jamais. En l'absence d'aveu et de cadavre, les jurés devront décider si le doute doit ou non profiter à l'accusé. Notre affaire démarre à Soyaux, en Nouvelle-Aquitaine. C'est une petite ville d'environ 10 000 habitants qui se trouve en banlieue d'Angoulême. Et c'est ici que vit Karima Benelal. Karima est née en novembre 1967 au Maroc, mais on ne sait pas exactement dans quelle ville, mais c'est au nord-est du pays. Donc c'est soit à Oujda, soit dans le Rif, je pense. On n'a pas non plus énormément d'informations sur son enfance ou sur ses parents, sur leur nom par exemple, mais on sait que c'est la seule fille de la famille. Elle a plusieurs frères, dont un grand frère, Mohamed, dont elle a toujours été très proche. Sa famille a quitté le Maroc en 1974 pour s'installer à Châlons-en-Champagne, donc dans le grand est de la France, et à ce moment-là, Karima n'avait que 4 ans. Dans la mesure où elle était très jeune, à ce moment-là, elle s'est très rapidement intégrée à sa nouvelle vie. À l'époque, les familles immigrées fraîchement arrivées en France vivaient dans des HLM. Le père était ouvrier et généralement la maman était femme au foyer. Donc je pense que c'était également le cas pour la famille Benelal. Karima a eu une enfance plutôt classique, elle est allée à l'école, elle s'est fait des copines, et le seul événement marquant qui s'est déroulé dans sa vie, c'est qu'à l'adolescence, elle a perdu sa maman. Ça a été une période très compliquée pour la famille Benelal, parce que la mère de famille, c'était le pilier. Mais disons que même si Karima l'a très très mal vécu, parce qu'elle était assez proche de sa mère, elle a toujours été très entourée, elle s'entendait bien avec ses frères, comme je vous l'ai dit. Elle parvient à obtenir son bac, et après ça, elle quitte le domicile de son père pour s'installer à Soyaux. C'est à l'opposé de Châlons-en-Champagne, c'est même très loin, et c'est assez atypique, vu que la famille Benelal, c'est une famille plutôt traditionnelle. Mais en fait, l'une des cousines de Karima vit à Angoulême, et elle a eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. La ville lui a beaucoup plu, donc elle a décidé de s'y installer. En même temps, il y a Bordeaux et l'océan à moins de 2 heures en voiture, on peut comprendre. Karima s'y installe au début des années 90, et elle trouve rapidement un travail d'aide-documentaliste dans un lycée d'Angoulême. Et là aussi, elle s'intègre très vite à sa nouvelle vie. On dit d'elle que c'est une jeune femme qui est discrète mais très sérieuse. Elle n'a pas de difficulté à se faire des copines, notamment au lycée, donc ses collègues de travail. Et de toute façon, dans la mesure où elle a de la famille qui vit près d'elle, elle n'est pas totalement seule. La seule chose qui manque à Karima, en réalité, c'est l'amour, ou plutôt fonder un foyer. Karima a toujours voulu se marier et avoir des enfants. Elle a toujours voulu fonder sa propre famille. Et justement, peu de temps après son installation à Soyaux, elle fait la connaissance d'un jeune homme du nom de Karbal Dandouni. Karbal est né en 1971, donc il a 4 ans de moins que Karima, et comme elle, il est né au Maroc. Mais lui, il vient de Casablanca. Alors ce que l'on sait de son background, comme on dit, c'est qu'il vient d'une famille nombreuse et c'est l'un des seuls garçons de la famille. Donc il a été élevé un peu comme un enfant roi. Il a quitté le Maroc pour la France en 1990 ou 1991 pour s'y installer illégalement, et il vit dans le même département que Karima, du coup. Bon, on ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés. Sans doute que Karbal a croisé Karima dans la rue quand elle allait au travail. Il lui a fait la conversation, mais ce qui est sûr, c'est que Karima tombe follement amoureuse de lui dès leur première rencontre. Elle trouve que c'est un bel homme, il est très charismatique, il est de la même origine qu'elle, et comme elle, il veut fonder son foyer. Mais comme dirait l'autre, l'amour est un faux monnayeur qui change les gros sous en louis d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karbal est très très misogyne. En fait, il a une vision très particulière de la femme. Mais comme Karima est amoureuse, elle préfère fermer les yeux. En fait, elle se dit que dans la mesure où cet homme lui correspond en tout point, qu'il lui plaît physiquement, qu'il vient du même pays qu'elle, qu'il a les mêmes projets qu'elle, elle se dit que c'est sa mentalité après tout. Il n'est pas méchant dans le fond. Et puis, il est gentil avec elle. Il veut vraiment se marier, il n'arrête pas de lui dire qu'elle est la perle rare, évidemment. Karima le présente très rapidement à sa famille, mais dès le départ, ses frères et son père trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet homme. Il dégage quelque chose de bizarre, c'est comme s'il n'était pas sincère avec Karima. Karbal n'a pas de papier à ce moment-là, il n'a même pas de travail fixe, donc forcément, le père et les frères de Karima pensent qu'il veut la marier uniquement pour avoir un titre de séjour, mais Karima est catégorique. C'est l'homme qu'elle aime et c'est avec lui qu'elle veut se marier et fonder son foyer. Elle est convaincue qu'il l'aime en retour.
Les proches de Karima disent d'elle que c'est une femme qui est quand même assez naïve, et dans la mesure où c'est le seul homme qu'elle a fréquenté jusqu'à présent, voilà, elle se voit pas fréquenter des hommes par-ci, par-là. En fait, elle est plutôt traditionnelle, Karima. Elle veut se marier jeune et avoir des enfants jeunes. C'est son rêve depuis toujours concrètement. Et là, son rêve est à portée de main. Donc pour elle, il est hors de question que sa famille la force à quitter Karbal. Et vous verrez que le rêve de Karima va lui coûter très, très cher, malheureusement. Alors apparemment, Karbal avait lui aussi des doutes au fil de sa relation avec Karima. Au début, il voulait vraiment l'épouser, mais au fil du temps, il n'était plus sûr de lui parce que les deux familles ne s'appréciaient pas. Et ce seraient les sœurs de Karbal qui l'auraient convaincu d'épouser Karima parce que c'était une femme bien. Bon, ça reste que les déclarations de la famille de Karbal, mais d'après les sœurs de Karbal, Karima avait supplié Karbal de ne pas la quitter. Elle lui aurait même dit qu'elle voulait juste un enfant de lui, tellement elle l'aimait trop. Donc elle lui avait dit, s'il te plaît, épouse-moi, fais-moi un enfant, et ensuite on divorcera. C'est tellement farfelu comme histoire. Genre, Karbal, en grand seigneur qu'il était, a décidé d'épouser Karima par pitié pour lui faire un enfant. En tout cas, les années qui suivent, la famille Karima essaie de la raisonner pour ne pas qu'elle épouse Karbal. Son père et ses frères ne cessent de lui dire qu'il ne veut que les papiers, il n'est pas sincère avec elle. Mais Karima refuse de le quitter et Karbal vient même s'installer chez elle. Dans la mesure où la famille Benelal est très attachée à la religion, le père de famille accepte finalement ce mariage pour éviter que sa fille continue de vivre avec un homme en dehors du mariage. Et en 1998, Karima et Karbal finissent enfin par se marier. C'est apparemment un très beau mariage. Karima était très heureuse pendant la cérémonie. Elle a enfin ce qu'elle a toujours voulu avoir. Elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aime. Elle va enfin avoir des enfants. Sauf que rapidement après le mariage, elle déchante. Karbal lui montre toute l'étendue de sa personnalité. Alors déjà, c'est pas ce qu'on peut appeler un bosseur. C'est Karima qui subvient à tous leurs besoins avec sa petite paye d'être documentaliste. Et au-delà de ça, Karbal est très, très misogyne. Alors oui, il l'était déjà avant le mariage, mais c'était pas non plus extrême. Pas au point de faire peur à Karima en tout cas, mais là, elle comprend qu'elle a vraiment affaire à un caractère très compliqué. Il est très agressif avec elle quand elle n'obéit pas au doigt et à l'œil, et il est même violent avec elle, que ce soit physiquement ou verbalement. Karima a toujours été une femme indépendante. Disons que quand elle a rencontré Karbal, elle avait son logement, elle avait son travail, on va dire qu'elle était construite. Et quand elle a rencontré Karbal, elle pensait pas qu'elle devait mériter son amour en faisant tout ce qu'il lui demandait. Elle pensait qu'il l'aimait déjà sincèrement comme elle l'aimait, parce qu'elle a fait de la projection sur lui. Et en réalité, non, il ne l'aime pas. Disons que ça se voit assez facilement quand un homme n'aime pas une femme. Il est agressif avec elle pour un oui ou pour un non. Il n'aime pas passer du temps avec elle. Quoi qu'elle fasse, ça l'horripile. Enfin, ce genre de choses. Et Karima est complètement perdue, du coup, parce qu'il ne cessait de lui répéter qu'il était fou amoureux d'elle. Et en réalité, c'est pas le cas. Et pourtant, malgré ça, elle essaie de se plier à toutes ses exigences pour le rendre heureux. Ce que Karbal exige, eh bien, Karima l'accepte. Autant vous dire que ça ne plaît pas du tout à sa famille, surtout à son grand frère Mohamed. Tout le monde veut qu'elle divorce, mais Karima refuse. Parce qu'elle l'aime. Ça crée même des tensions entre Karima et ses frères, alors qu'ils avaient toujours été très proches avant l'arrivée de Karbal. Et surtout, la famille de Karima découvre également rapidement que Karbal la frappe. Quelques mois après son mariage, Karima se rend chez son frère Mohamed pour lui rendre visite, et là, il découvre qu'elle a le visage recouvert de bleu. Quand il lui demande ce qui lui arrivait, elle lui avoue que c'est Karbal qui l'a frappée. Depuis qu'ils se sont mariés, il la frappe tous les jours. Et quand je dis frapper, en réalité, il la massacre. Il lui fracture régulièrement des os et une fois, il l'a plantée avec un tournevis. D'ailleurs, elle est souvent hospitalisée dans sa ville à cause de ses violences et elle est même souvent en incapacité de travailler. Karima a toujours aimé son travail et à cause de Karbal, elle ne peut presque plus y aller. Et la violence est bien évidemment aussi psychologique. Il l'insulte à longueur de temps parce qu'elle ne serait pas capable de lui faire un enfant ou qu'elle n'est pas assez soumise à son goût. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne se cache même pas de la tromper, parce que oui, bien souvent, ça fait partie du package. Mais Karima reste et elle n'a jamais porté plainte contre lui. Et pour info, l'hôpital n'a jamais fait de signalement non plus, malgré la gravité de ses blessures. Après, pour recontextualiser, on est quand même dans les années 90. À l'époque, c'était pas systématique comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'à l'hôpital, ils devaient se dire que dans la mesure où elle protégeait systématiquement Karbal, ça servait à rien de prévenir les autorités. En tout cas, quand Mohamed entend ça, il est hors de lui. Il demande à sa sœur de divorcer pour la énième fois. Mais Karima refuse. On ne sait pas vraiment si elle était attachée à lui ou si c'était pas plutôt de la dépendance affective, parce que c'est le premier homme qu'elle a fréquenté, c'est son mari, à ce moment-là, elle a 30 ans, donc elle pense que si elle quitte Karbal, si elle divorce, elle pourra plus jamais refaire sa vie. Nous, on sait que c'est faux, elle pourrait refaire sa vie, mais c'est pas ce que Karima pense. Puis il faut aussi prendre en compte le fait qu'elle est quand même assez isolée là-bas. Alors oui, elle a une cousine qui vit pas très loin de chez elle, mais on sait même pas si elle a encore des contacts avec elle. Disons que c'est une jeune femme vulnérable qui est enfermée dans un schéma de violence conjugale. Il faut le dire aussi, entre les griffes de la famille de Karbal. Pour vous contextualiser un petit peu sa situation, en 2000, Karbal a été expulsé de la France, donc il a été renvoyé au Maroc. Et à ce moment-là, Karima s'est retrouvée toute seule à Soyo.
Et vu que sa famille se trouve loin, c'est la sœur de Karbal, Naïma, qui a accueilli Karima chez elle, parce qu'elle vit dans la même région. Apparemment, les deux femmes se sont toujours très bien entendues et Karima s'est confiée à sa belle-sœur sur les violences qu'elle subit. Elle pensait naïvement que la sœur de Karbal le raisonnerait. Mais c'est pas le cas. Vu que la famille de Karbal minimise ou normalise ce qu'elle subit, Karima pense que c'est la norme, même si c'est pas comme ça qu'elle a été éduquée. Karbal finit par rentrer en France, il se réinstalle avec Karima et au fil des mois et des années, elle s'éloigne encore davantage de sa famille, toujours à cause de Karbal. En fait, le peu de fois où son père et ses frères leur rendent visite, ça se termine toujours mal, toujours en embrouille à cause de Karbal. Donc à force, plus personne ne veut venir. Karima est complètement isolée au fil des années, même si elle continue d'appeler son père, d'appeler ses frères, elle est isolée mine de rien. Et pour ajouter une couche à son malheur, elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Voilà pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Ça, elle le vit vraiment, vraiment mal. Parce qu'avoir des enfants, c'était son but premier quand elle s'est mariée. Et si elle ne peut pas avoir d'enfants, ça ne va jamais s'arranger avec Karbal parce qu'elle n'est pas apte à lui donner une famille. Bon, comme je vous l'ai dit, Karima a une vision très traditionnelle du mariage. Nous, on sait qu'il faut pas faire un enfant avec un homme violent, c'est la base, mais dans la tête de Karima, son raisonnement, c'est que si elle avait un enfant, Karbal s'adoucirait. Là, ça signifie que les choses ne vont jamais s'adoucir. La relation de couple est tellement dégradée qu'en 2000, c'est Karbal lui-même qui annonce à Karima qu'il veut divorcer, alors que c'est lui le fou du bus dans la relation. Ce qu'il lui dit, c'est qu'il n'en peut plus vivre avec elle et qu'il va prendre son appartement le plus rapidement possible. Alors, je pense que vous comme moi, on a compris ce que ça voulait dire, parce qu'on n'est pas bête. Mais Karima refuse bien sûr, elle le supplie de rester, alors je suis même pas sûre que c'était de l'amour, je pense que c'était davantage un mélange de dépendance affective et de peur de la solitude. Et puis il y a aussi le fait qu'ils sont ensemble depuis 10 ans, Karima a 35 ans à ce moment-là, elle peut pas avoir d'enfant, elle est toute seule dans cette ville, s'il la quitte, elle va vraiment se retrouver toute seule. Dans sa tête, le fait de divorcer avec Karbal, ça signifie que sa vie sera foutue, sachant qu'elle a plus vraiment de contact avec sa famille. Alors oui, elle continue de les appeler, ils s'appellent, ils se donnent des nouvelles, mais ils ne se voient quasiment plus. J'imagine que dans sa tête, elle se disait qu'elle a fait tellement de sacrifices pour cet homme, tellement de sacrifices pour ce mariage, qu'elle ne pouvait pas tout perdre comme ça. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Karbal est sur le point de se remarier dans son dos. Et oui. Au cours de l'année 2002, Karbal se rend au Maroc pour rendre visite à sa famille à Casablanca, comme il le fait habituellement. Il ne travaille pas, donc il a tout le loisir de voyager, n'est-ce pas? Et c'est durant ce séjour que son cousin lui présente une jeune femme du nom de Rabia Diani. Alors je connais pas son âge, mais elle est bien plus jeune que lui, et c'est apparemment un coup de foudre entre les deux. Dans les faits, c'est surtout que Karbal a beaucoup plus de points communs avec Rabia qu'avec Karima. Il la voit comme une femme beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus soumise, une femme douce et innocente. Alors que Karima, Lazmigreya, elle n'a pas les mêmes valeurs que lui, elle peut même pas lui donner d'enfant en plus. Et oui, après avoir bu allègrement à la fontaine pendant 10 ans, on dit que l'eau n'était pas bonne. Cette femme qui lui a donné 10 années de sa vie et qui s'est mis sa famille à dos, pour lui, ne lui sert plus à rien à présent. Ou presque. Plutôt que de demander le divorce, pourquoi ne pas contracter un deuxième mariage au Maroc avec Rabia? Un mariage religieux, ça passe. La douce Rabia sait que Karbal est déjà mariée en France, mais elle n'y voit aucun problème. Après tout, c'est lui qui veut. Karbal rentre en France, il garde le contact avec Rabia, il retourne au Maroc en 2003 pour se marier avec elle. Et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste auprès de la famille de Karbal et de celle de Rabia, alors que tout le monde sait qu'il est déjà marié en France. C'est complètement fou. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont fait qu'un mariage religieux au Maroc, parce qu'ils ne pouvaient pas se remarier avec Rabia dans la mesure où il est déjà marié en France. En fait, il aurait fallu, je crois, la présence de Karima, parce qu'il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'au Maroc et en Algérie, pour les mariages, pour la polygamie, il faut que la première épouse signe un papier ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Je vous avoue que je sais pas. Je pense que le Maroc et l'Algérie, ça marche pareil. Moi, je suis d'origine algérienne, mais je pense que ça marche pareil au Maroc. Il me semble qu'il faut un papier, une autorisation ou un truc comme ça. Dites-moi, les Marocains, en espace commentaire, si je me trompe, mais il me semblait que j'avais lu un truc comme ça une fois. Je crois qu'en Tunisie, ça marche pas pareil, mais là, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'a pas pu contracter un mariage civil parce qu'il était déjà marié en France. Donc, il a fait un mariage religieux. Et bien sûr, Karima le découvre quand Karbal rentre du Maroc. Autant vous dire que c'est un choc pour elle, elle se sent profondément humiliée. Cet homme à qui elle a donné plus de 10 années de sa vie, cet homme pour qui elle s'est embrouillée avec toute sa famille, l'a trahi de la pire des façons. Et c'est même pire que ça parce que toute la famille de Karbal est au courant qu'il s'est remarié, dans son dos. Et Karbal ne compte bien évidemment pas s'excuser, bien au contraire, il lui dit qu'il va emménager ailleurs.
Mais Karima refuse de divorcer. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais je pense que Karima était complètement désespérée. Et elle s'est dit que si la condition pour rester avec Karbal, c'est de vivre séparément et qu'il ait une autre femme, elle acceptait. De toute façon, Rabia est au Maroc, elle ne peut pas venir en France parce qu'elle n'est pas mariée légalement avec Karbal. Donc Karima se dit que il a sa femme au Maroc et sa femme en France. Karbal va régulièrement la voir au Maroc et les années qui suivent, elle donne naissance à 2 garçons. Un en 2004 qui décède peu de temps après sa naissance et un autre en mai 2005, Ismaël. Comment Karima vit cette situation ? Bien écoutez, c'est très très compliqué pour elle, parce que d'un côté, elle se sent trahie et rejetée. Elle est encore très attachée à Karbal et ça lui fait du mal de le partager avec une autre femme. Mais d'un autre côté, elle se dit que c'était la seule façon pour lui d'avoir des enfants, parce qu'elle peut pas en avoir. Disons que pour elle, si le sacrifice qu'elle doit faire pour garder Karbal, c'est de le partager avec une femme qui lui donne des enfants, ça lui va. Je sais que c'est très triste, mais je pense que Karima était vraiment au bord du gouffre. Elle était complètement perdue dans cette relation. Elle voit Karbal comme l'homme de sa vie, celui qu'elle a épousé, le seul homme qu'elle a connu. Et en plus de ça, elle est quasiment toute seule à présent. Comme je vous l'ai dit, elle a plus trop de contact avec sa famille, en tout cas des contacts physiques. Et comment Karbal vit cette situation de son côté ? Écoutez, apparemment très bien. Il a une femme au Maroc qu'il va voir régulièrement et qui lui donne des enfants. Et une femme en France qu'il tolère. En plus, à ce moment-là, ils ne vivent plus ensemble. Sauf que, comme le dit le vieux proverbe français, les amours commencent par anneau et finissent par couteau. Autrement dit, Karbal s'apprête à faire une dinguerie. Une diablerie, en fait. En septembre 2005, donc 4 mois après la naissance d'Ismaël, une collègue de Karima, qu'on va appeler Corinne, appelle le grand frère de Karima, Mohamed. Elle lui dit qu'elle est très inquiète parce qu'elle n'a plus de nouvelles de Karima depuis 2 mois. Elle ne vient plus travailler au lycée et elle est injoignable sur son téléphone portable. Karima et Corinne ne sont pas simplement des collègues, c'est des amis. C'est pas normal que Karima ne lui donne plus de nouvelles comme ça. Alors dans un premier temps, Mohamed comprend pas trop pourquoi Corinne l'appelle lui. Il a plus trop de contact avec sa sœur depuis un petit moment déjà. Il ne se voit plus. Tout ça à cause de Karbal, comme je vous l'ai dit. Mais dans la mesure où ça reste sa sœur et qu'il l'aime, il demande à Corinne de lui expliquer la situation. Parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ce que Corinne lui raconte, c'est qu'au mois de juillet, Karima lui a dit qu'elle se rendait au Maroc avec Karbal pour réaliser le rêve de sa vie. Karbal lui avait proposé d'aller à Casablanca pour récupérer son fils, pour le ramener en France, pour que Karima l'élève. Ismaël n'avait que 3 mois à ce moment-là et Karima avait tout de suite accepté parce que c'était le rêve de sa vie d'avoir des enfants. Et là, Karbal lui proposait d'adopter son fils à lui. Alors même si ça peut paraître bizarre dit comme ça, l'idée d'élever l'enfant d'une autre, mais en réalité en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne également, c'est pas quelque chose de si rare que ça. Ne dit-on pas qu'il faut un village entier pour élever un enfant ? Plus sérieusement, une femme peut élever un enfant de sa sœur, l'enfant d'une cousine, ou des grands-parents peuvent élever leur petit-fils ou leur petite-fille pour X ou Y raison. Et dans le cas présent, le but était de ramener Ismaël en France pour que Karima l'élève en France, pour qu'il puisse un jour avoir ses papiers français. D'après les déclarations de Karbal à Karima, bien sûr. Quand Mohamed entend cette histoire, il est quand même tout de suite intrigué. Pourquoi est-ce que Karima a dû se rendre au Maroc pour récupérer le fils de Karbal ? Pourquoi il ne s'est pas rendu seul au Maroc pour le ramener en France ? Ce que Corinne raconte également à Mohamed, c'est que quand Karima lui a parlé de ce voyage, elle n'était pas spécialement heureuse de se rendre à Casablanca. Déjà, elle n'est pas de Casablanca, donc elle n'a pas de famille là-bas. Et puis, elle voulait pas forcément croiser Rabia et la famille de Karbal, après avoir été trahie par l'ensemble de sa famille. C'est logique. Clairement, tout le monde l'a prise pour une conne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat de se rendre là-bas. Et puis le fait de supporter leurs regards, les remarques, vous savez, le fait de dire « Ah, c'est elle, la femme stérile, elle vient récupérer l'enfant de la deuxième femme de son mari. » Voilà, elle voulait pas s'y rendre. Mais Karbal avait insisté. Karima s'était dit que c'était également l'occasion pour elle de rendre visite à sa propre famille dans le nord du Maroc, donc elle avait fini par accepter. Corinne dit à Mohamed que Karima et Karbal sont partis le 12 juillet et qu'ils sont arrivés à Casablanca le 14 juillet. Et après ça, elle n'a plus jamais eu aucune nouvelle d'elle, ni SMS, ni email pour lui dire que tout se passait bien sur place. Elle n'est plus jamais venue retravailler et elle n'a prévenu personne au lycée qu'elle ne viendrait pas. Elle s'est tout bonnement volatilisée. Autant vous dire que quand Mohamed raccroche, il est sous le choc. Sa sœur a officiellement disparu depuis 2 mois. Si Corinne ne l'avait pas prévenu, il l'aurait probablement jamais su. Mohamed vérifie du côté de sa famille au Maroc, donc dans le nord du Maroc, mais personne ne sait où se trouve Karima et personne ne l'a vue les mois précédents. Et elle n'a appelé personne. Ça aussi, c'est très bizarre. Karima aurait forcément rendu visite à sa famille au Maroc. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Le jour même, Mohamed se rend au commissariat de police près de chez lui, mais la police lui signifie qu'on ne peut pas prendre son signalement de disparition. Karima est majeure. Elle a parfaitement le droit de disparaître si elle le veut, d'autant que si elle a disparu, ça s'est passé au Maroc, pas en France. À partir de là, Mohamed décide de mener sa propre enquête. Il appelle à gauche et à droite, et qu'est-ce qu'il découvre ? À votre avis, qu'est-ce qu'il découvre ?
que Karbal est bien rentré en France avec son fils à la fin du mois d'août et que sa deuxième femme, Rabia, l'a rejoint peu de temps après apparemment. Et ils vivent désormais dans un appartement près d'Angoulême. Mohamed découvre également que quelques jours après son retour du Maroc, Karbal a vidé l'appartement de Karima. Il a donné ses vêtements et ses chaussures à Rabia, sa deuxième femme, et il a jeté le reste de ses affaires dans un conteneur à côté de chez lui. Pourquoi Karbal a vidé l'appartement de Karima? Et pourquoi il a donné ses affaires à Rabia? Karima n'aurait jamais accepté de donner ses affaires comme ça, encore moins à sa rivale. À moins que Karbal sache qu'elle ne reviendra jamais. Mohamed le contacte à plusieurs reprises pour savoir où se trouve sa sœur, mais Karbal lui dit qu'il ne sait pas, et après ça, il coupe tout contact avec lui et avec le reste de la famille de Karima. Et idem pour la famille de Karbal, tout le monde refuse de parler avec Mohamed et de dire où se trouve Karima. Mohamed a beau essayer de rechercher sa sœur par tous les moyens possibles, mais personne ne sait où elle se trouve, et à chaque fois qu'il se rend au commissariat de police, on lui répond la même chose. Karima est majeure et elle a parfaitement le droit de disparaître. Et les 2 années qui suivent, Karima ne réapparaît pas. C'est une situation qui est complètement folle. On a d'un côté les autorités qui refusent de rechercher Karima et d'un autre côté Karbal qui ne rend aucun compte à personne. En fait, il a tout simplement remplacé sa femme par sa deuxième femme du Maroc. Normal. En mars 2007, après toutes ces tentatives infructueuses, Mohamed décide d'écrire directement un courrier au procureur de la République pour l'informer de la disparition de sa sœur. Et il y détaille toute la chronologie des événements et les éléments qui prouvent qu'il lui arrivait quelque chose. Et cette fois, ça finit par payer. Une information judiciaire est officiellement ouverte. Il aura quand même fallu attendre 2 ans. Et vous verrez que ça va être encore long. Quelques semaines ou quelques mois après, Karbal est convoqué par la police pour être interrogé et quand les enquêteurs lui demandent où se trouve sa femme, il leur répond qu'elle est au Maroc, tout simplement. À quoi bon s'inquiéter? Ce qu'il leur raconte, c'est que le 12 juillet 2005, lui et Karima sont effectivement partis pour le Maroc en voiture et ils sont arrivés à Tanger par bateau le 14 juillet, comme Corinne l'avait dit à Mohamed. Mais Karbal dit qu'à partir de là, lui et Karima ont décidé de continuer leurs vacances chacun de leur côté. Lui à Casablanca pour voir sa famille et Rabia et Karima dans le nord du pays pour voir sa famille à elle. D'après Karbal, lui et Karima étaient séparés de toute façon, donc il n'y avait aucun intérêt à ce qu'ils passent des vacances ensemble. Il dit que son séjour s'est passé tout à fait normalement et le 24 août, il est retourné à Tanger avec son fils parce qu'il devait y rejoindre Karima. Ils devaient rentrer en France ensemble par bateau et à ce moment-là, il était accompagné par des membres de sa famille, notamment ses sœurs et ses beaux-frères. Et parmi eux, il y avait l'une de ses sœurs, Fouzia, qui devait rentrer en France également avec son mari. Fouzia et son mari sont montés dans leur voiture dans le bateau et Karbal, Karima et le fils de Karbal dans leur propre voiture à eux, donc la voiture de Karbal. Là aussi, d'après Karbal, la traversée s'est parfaitement bien passée, mais lorsqu'ils sont arrivés à Angoulême, Karbal dit que Karima et lui se sont disputés à cause de leur séparation. Karima voulait qu'ils se remettent ensemble, elle le suppliait, et elle voulait son fils, chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il ne voulait pas lui donner son fils, donc ils se sont disputés. Karbal dit qu'il était très énervé contre Karima parce qu'elle n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle voulait son fils, elle voulait la famille qu'elle n'a jamais pu fonder. Ce qu'il a fait, toujours d'après lui, c'est que dans la mesure où elle le saoulait, il l'a déposée à la gare de Bordeaux pour qu'elle rentre seule de son côté. Il dit que quand il est reparti avec son fils, elle allait parfaitement bien, elle était à la gare, mais elle était debout, elle était en pleine forme, elle allait bien. Et il ne l'a plus revue. Et il n'a jamais plus eu de ses nouvelles après ça. Quelle histoire! Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il n'a jamais signalé la disparition de Karima les mois et les années qui ont suivi, Karbal dit que dans la mesure où Karima ne voulait plus lui parler, il ne pensait pas qu'elle avait disparu. Il pensait simplement qu'elle ne voulait plus lui parler. Donc il a respecté son choix. De toute façon, lui voulait divorcer, donc quelque part, cette situation, ça l'arrangeait, mais il est convaincu qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Peut-être qu'elle a fait une petite dépression à cause de leur séparation, et elle a préféré s'isoler ou tout quitter. Donc, pour récapituler, ta femme disparaît du jour au lendemain, et ça ne t'inquiète pas, et tu prends même pas la peine d'avertir sa famille qu'elle a disparu. C'est quand même plutôt saugrenu tout ça. La famille de Karbal est interrogée, notamment sa sœur et son beau-frère qui sont rentrés avec lui en France en août 2005 et ils confirment l'histoire de Karbal. Karima était bien avec eux sur ce bateau. Donc elle s'est évaporée à leur retour en France. Il n'y a pas d'autre explication. Tous disent même que Karbal a toujours été un très bon mari avec elle. D'après eux, c'était Karima le problème dans ce couple. Ils disent d'elle que c'était une mythomane qui s'inventait des vies, qui s'inventait même des grossesses pour attirer l'attention. Elle était complètement instable, Karbal ne l'a jamais frappée, il l'a toujours très bien traitée. Donc quelque part, si Karbal l'a quittée, c'est qu'il y avait une bonne raison à ça. Et vu qu'elle était très instable, oui, c'est possible qu'elle a fait une dépression et qu'elle a préféré tout quitter. Ouais, sauf que l'une des sœurs de Karbal, Naïma, raconte que son frère pouvait se montrer très violent avec Karima à l'époque. C'est celle qui avait hébergé Karima quand Karbal avait été expulsé de France en 2000. Elle savait que Karbal frappait Karima, qu'il était très violent avec elle, mais elle minimisait ça. Cela dit, elle était consciente que son frère était violent. Sur ce point, il n'y a pas vraiment de doute. Karbal a toujours été un homme très violent et c'est d'ailleurs un point que les enquêteurs ont facilement pu vérifier parce qu'il a un casier judiciaire chargé.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'escroquerie, de trafic de stupes et de violence avec usage d'armes. Sans parler de toutes les admissions à l'hôpital de Karima, il n'y a pas de doute là-dessus, Karbal la fracassait. Donc, comment être sûr qu'il ne lui a rien fait en août 2005 ? Dans le doute, les enquêteurs vérifient les relevés téléphoniques et les relevés bancaires de Karima pour vérifier s'il y a eu du mouvement après sa présumée disparition, et c'est sans surprise qu'ils découvrent qu'il n'y a plus aucune activité sur son téléphone portable depuis juillet 2005. Il y a quand même eu quelques retraits sur son compte bancaire en juillet 2005, des retraits depuis le Maroc, rien de très significatif, et le 5 août, son compte bancaire a été vidé, et après ça, plus rien. Donc quoi, Karima décide de tout plaquer avec quelques petites sous seulement, et depuis elle vivrait d'amour et d'eau fraîche, quelque part en France, on ne sait pas où. Mais déjà, pour commencer, est-ce qu'on est sûr qu'elle est bien rentrée en France le 24 août 2005 ? Ok, Karbal le dit, ok, sa famille le confirme, mais comme dirait ma mère, on va pas demander à la queue du chat de témoigner pour lui. Je crois que c'est ça le proverbe. ولا يا لقيت شكون شاهد بعد صوصي ولك عائلتي. Pour en revenir à Karima, les enquêteurs vérifient s'il y a une trace de son passage à la frontière marocaine et à la frontière française. Et c'est le cas. Du côté marocain, il y a un bordereau de sortie de territoire au nom de Karima le 24 août 2005. Karbal a dit la vérité alors ? Karima est bien rentrée en France et ensuite, elle a décidé de tout plaquer. Ok, mais si c'est bien Karima qui a rempli ce bordereau, pourquoi il y a autant de fautes d'orthographe alors ? Karima a fait des études et elle savait parfaitement bien écrire le français. Et là, il y a même une faute au mot France. Les enquêteurs convoquent Mohamed, le frère de Karima, et ils lui demandent si c'est son écriture sur ce bordereau. Et c'est pas le cas. C'est pas Karima qui a rempli ce document. Le juge ordonne une analyse graphologique en se basant sur l'écriture de Karima et celle de ses proches, y compris celle de Karbal et Rabia, et la conclusion de l'expert, c'est que Karima n'a pas rempli ce bordereau. Cette écriture ressemble à celle de Karbal et Rabia. Une femme a bien voyagé sur ce ferry avec Karbal le 24 août 2005, mais ce n'était pas Karima. C'était Rabia, la douce et innocente Rabia, qui s'est fait passer pour Karima. Elle ne l'a pas rejoint en France quelques jours ou quelques semaines après, comme Karbal l'avait affirmé. Non, elle était avec lui sur ce bateau. Et là, il n'y a pas 36 explications possibles, les gars. Karbal s'est bien rendu avec Karima au Maroc en juillet 2005 et il l'a fait disparaître d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, il l'a remplacée par sa deuxième épouse pour la ramener en France. On a donc le mobile et une preuve matérielle. Sauf qu'au cours de l'enquête, un policier commet une erreur administrative en triant les scellés et ça invalide de facto l'expertise graphologique du bordereau. À cause de ça, les enquêteurs perdent la seule preuve matérielle dans ce dossier, donc il faut tout reprendre depuis le départ. C'est très frustrant. Les enquêteurs y interrogent tout l'entourage de Karima et Karbal, dont Fouzia, la sœur de Karbal. C'est celle qui était rentrée en bateau avec son mari, Karbal, et supposément Karima en août 2005. Les enquêteurs lui demandent de répéter ce qu'elle avait raconté la première fois qu'elle avait été interrogée, histoire de clarifier un petit peu cette histoire, et cette fois, contrairement à ce que les enquêteurs pensaient, eh bien Fouzia dit la vérité. Karima n'est jamais rentrée en bateau avec eux ce jour-là. Non, c'était bien Rabia. Elle dit même qu'une fois qu'ils sont arrivés en France, elle a vu son frère jeter un passeport français à la poubelle, mais elle ne sait pas à qui il appartenait. Bon, non, c'est à qui il appartenait, n'est-ce pas ? Les enquêteurs convoquent ensuite Rabia pour la réinterroger. Elle reconnaît elle aussi que c'est bien elle qui a voyagé avec Karbal ce jour-là, avec les papiers de Karima. Bon, en même temps, je pense qu'elle n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité, parce que comment expliquer ensuite sa venue en France ? Et je pense aussi qu'elle savait que c'était pas dans son intérêt de prendre les enquêteurs pour des cons, d'autant qu'elle a un titre de séjour à ce moment-là. Et il est probablement question de meurtre dans cette affaire. Donc autant dire la vérité. Donc là, avec ces deux témoignages, on a la preuve formelle que Karbal a substitué sa deuxième épouse à sa première épouse pour la ramener en France. Donc Karima n'a jamais remis les pieds en France en août 2005. Donc Karbal a menti. Et s'il a menti, c'est parce qu'il a fait quelque chose à Karima au Maroc. C'est QFD. C'est vrai qu'on n'a pas le corps, on n'a pas beaucoup de preuves non plus dans ce dossier, mais disons que là, il n'y a pas vraiment de doute possible. À moins que Karima surgisse de nulle part, comme ça, il est évident que Karbal s'est débarrassé d'elle au Maroc. Le 4 juin 2009, 2 ans après l'ouverture de l'enquête, Karbal Dandouni est mis en examen pour homicide volontaire. Et bien sûr, il clame son innocence. Il jure qu'il n'a jamais fait le moindre mal à Karima. Et ses sœurs, qui l'avaient chargé auprès des enquêteurs, reviennent maintenant sur leur déclaration. Non, Karbal n'a jamais été violent avec Karima. Et non, Rabia n'a jamais pris la place de Karima sur ce ferry. Elle avait rejoint Karbal en France quelques semaines après. Fouzia et Naïma, les deux sœurs de Karbal, expliquent qu'elles ont menti aux enquêteurs pour leur faire plaisir. Ça n'a ni queue ni tête. Pour la famille de Karima, il y a quand même un peu de soulagement. Alors ok, on ne sait pas où est Karima et ce qui lui est vraiment arrivé, mais Karbal ne va pas s'en sortir impunément. Son procès s'ouvre le 9 décembre 2013 à Angoulême et après toutes ces années, il continue de clamer son innocence.
Et ses sœurs maintiennent qu'elles avaient menti en le chargeant. Il n'a rien fait à Karima. Jamais. Bon, autant vous dire que les enquêteurs sont quand même très surpris par leur revirement parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi mentir sur des éléments aussi incriminants pour faire plaisir à la police, sachant qu'elle ne risquait rien à ce moment-là? Et c'est même le contraire. Dans le cas de Fouzia, celle qui a voyagé avec Karbal, elle se rendait coupable d'un délit quand elle a fait ses déclarations à la police. Elle avait été complice d'une usurpation d'identité. Rabia qui utilise les papiers de Karima pour se rendre en France, c'est un délit ça. Donc pourquoi Fouzia aurait pris le risque de s'incriminer en chargeant son frère? Juste pour faire plaisir à la police? Là, il y a 2 explications possibles à leur revirement, même si on ne lit pas dans la tête des gens. La première explication possible, c'est qu'au départ, elles croyaient vraiment que leur frère était innocent. Elles ont dit la vérité parce qu'elles pensaient pas réellement que c'était incriminant. Après tout, si Karbal n'a rien fait, la police va découvrir ce qui est arrivé à Karima. La deuxième explication possible, c'est qu'elles avaient dit la vérité parce qu'elles savaient que c'était très grave ce qu'il se passait. Et quand Karbal a finalement été mis en examen pour le meurtre de Karima, elles ont eu une sorte de pression psychologique de la part de leur famille pour revenir sur leur déclaration. Et il n'y a pas que les sœurs de Karbal qui reviennent sur leur déclaration, il y a également la douce et innocente Rabia. Ce qu'elle raconte dorénavant, c'est qu'elle n'a jamais utilisé les papiers de Karima pour venir en France à bord de ce ferry. Pas du tout. En fait, elle avait dit ça parce que la police lui aurait mis la pression, l'avait menacée de l'envoyer en prison. Et dans la mesure où elle ne connaît pas bien les lois françaises, elle pensait que c'était possible. Si elle allait en prison, qui s'occuperait de son fils? Donc elle aurait fait ses déclarations sous la panique. Est-ce qu'elle pensait réellement convaincre le tribunal? À l'issue du procès, le 13 décembre, Karbal est reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à 25 ans de prison. Et franchement, c'était pas gagné d'avance, parce que dans ce dossier, on n'a pas de corps, on n'a pas d'armes du crime, on n'a pas de preuves matérielles, rien. Uniquement des témoignages et des suppositions, on va dire. Ça reste une belle victoire pour la famille Benelal, mais il y a quand même un petit goût d'amertume. Alors oui, Karbal a été reconnu coupable, c'est vrai, mais dans la mesure où il clame son innocence, on ne sait pas ce qu'il a fait à Karima, et on ne sait pas où se trouve son corps. Ça, c'est vraiment dur pour la famille, ne rien savoir, surtout que la famille de Karbal continue de le soutenir. Dites-vous que Karbal a même insulté la famille Karima à la fin de son procès. Il leur a dit un truc du style « J'espère qu'elle pourrit en enfer à l'heure actuelle » ou un truc du genre. En fait, la phrase qu'il a dit, ça laisse supposer qu'il sait que Karima est morte. Donc, il le sait ce qui lui est arrivé. Si d'après lui, elle a tout quitté pour refaire sa vie ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a fait cette invocation qui implique qu'elle est déjà morte? C'est qu'il le sait qu'elle est morte, donc il est impliqué dans cette mort. Et à la suite de son procès, il interjette appel, parce qu'il est innocent. Son procès en appel s'ouvre le 6 octobre 2014, mais à Bordeaux cette fois. Bon, il est innocent, ça bouge pas, mais la nouvelle stratégie de ses avocats, c'est de faire passer Karima pour une femme profondément déséquilibrée. Elle était tellement atteinte psychologiquement qu'elle a très bien pu disparaître d'elle-même, en se tuant par exemple. Alors oui, pour le coup, Karima était fragile, il n'y a pas de doute là-dessus, elle était même peut-être atteinte psychologiquement, comme ils le disent, mais en même temps, elle se faisait fracasser matin, midi et soir par son mari, est constamment humiliée. Ça atteint n'importe qui, ça, sur le plan psychologique. Et de toute façon, même si Karima avait décidé de se donner la mort, donc Karbal ne l'a pas tuée, ça explique pas comment Rabia a pu voyager avec ses papiers vers la France. Disons que c'est une coïncidence un petit peu troublante, tout ça. Mais pour les avocats de Karbal, dans la mesure où on n'a jamais retrouvé son corps, on ne peut pas confirmer qu'elle est morte. Sauf que cette stratégie de défense ne fonctionne pas non plus. Le 10 octobre 2014, Karbal est de nouveau reconnu coupable et sa peine de 25 ans de prison est confirmée. De toute façon, il y avait très peu de chances qu'il obtienne un acquittement, parce que j'ai lu une fois dans un article que c'était très très rare qu'il y ait un acquittement lors d'un appel. Je crois que ça représente à peine 5% des cas. 5%. Alors là encore, même si la famille de Karima est satisfaite, il y a toujours ce petit goût d'amertume, parce que maintenant qu'il est condamné, on va dire définitivement, quel est l'intérêt de Karbal de reconnaître la vérité? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Eh bien, à la surprise générale, 2 ans plus tard, en septembre 2016, il contacte la rédaction du journal local Charente Libre pour avouer ce qu'il a fait. Ou presque. Vous vous doutez bien qu'il n'avait pas l'intention de soulager sa conscience. Quel meurtrier cherche à soulager sa conscience, franchement? Qu'il est monté, Karim est sorti, nous monte la voiture, Karim elle était à côté de moi, et lui il était derrière elle. C'est là qu'il est sorti du parking, même pas 100 mètres. C'est là le choc. C'est là le choc. C'est là les plus durs. Ce qu'il dit au journaliste qu'il a en ligne, c'est qu'effectivement Karima est morte. Et elle a été tuée. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va bien sûr tout nous expliquer, n'est-ce pas? Ce que Karbal raconte, c'est qu'en août 2005, il a bien utilisé les papiers de Karima pour faire venir Rabia en France, mais c'était pas prévu au départ.
Il n'avait jamais prévu de la tuer. En fait, il voulait la faire venir au Maroc pour la passer à tabac avec le frère de Rabia, Bouchaïb Diani, pour qu'elle accepte le divorce. Lui voulait se remarier légalement avec Rabia pour la ramener en France, mais Karima s'y opposait. Donc le seul moyen de la faire changer d'avis, c'était de lui faire suffisamment peur, en la tabassant par exemple. Peut-être que de cette façon, elle le lâcherait définitivement. Sauf que les choses ont dérapé, d'après lui. Ce qu'il dit, c'est que lui et Karima sont arrivés à Tanger dans la soirée du 14 juillet 2005. Ce que Karima pensait, c'est qu'elle et Karbal iraient à Casablanca pour voir Rabia et son fils, Ismaël. Souvenez-vous que d'après Corinne, Karbal avait raconté à Karima qu'il voulait la ramener avec lui au Maroc pour qu'elle vienne récupérer son fils, pour qu'elle le ramène avec elle en France, pour l'élever. Mais au lieu d'aller à Casablanca, Karbal a pris la route pour se rendre à Khouribga. C'est une commune qui est proche de Casablanca. Et c'est là que vit Bouchaïb, le frère de Rabia. Il avait expliqué à Karima qu'il devait ramener Bouchaïb à Casablanca avec lui pour qu'il voie sa sœur. Donc Karima ne s'est pas méfiée quand il est monté dans la voiture avec eux. Karbal explique aux journalistes que son plan, donc, c'était de ramener Karima dans un appartement vide près de Casablanca et de la frapper avec Bouchaïb. Il a repris la route en direction de Casablanca, mais à un moment donné, sur le trajet, Bouchaïb a sorti un couteau et il a tranché la gorge de Karima, sans crier gare. Karbal jure qu'il n'a rien vu venir, il était complètement paniqué parce que c'était pas ça le plan. Mais bon, vu que c'était fait, fallait bien se débarrasser du corps. Lui et Bouchaïb l'ont finalement jeté le long d'une route près d'un pont et ils l'ont brûlé avec du gasoil. Et après ça, Karbal a ramené Bouchaïb à Khouribga chez lui et lui est rentré à Casablanca pour retrouver Rabia, la douce et innocente Rabia. Les jours qui ont suivi, Karbal a fait tout son possible pour détruire toutes les preuves. Il a caché les affaires et les papiers d'identité de Karima chez un membre de sa famille au cas où il y aurait une descente de police, et il a nettoyé sa voiture, il a même fait changer l'intérieur parce qu'il y avait une odeur de sang qui était beaucoup trop forte. Après ça, il a fait quelques retraits avec la carte bancaire de Karima pour faire croire qu'elle était toujours en vie. Et pour utiliser son argent, bien sûr. Et c'est là que ça devient complètement fou, les gars. Figurez-vous que quelques heures après le meurtre de Karima, les autorités avaient retrouvé son corps près de cette autoroute. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les autorités marocaines n'ont jamais pu identifier le corps, malgré des analyses ADN. Le visage de Karima était complètement brûlé, donc il était méconnaissable, et Karima vivait en France depuis son enfance. Donc il n'y avait pas moyen de faire le lien. En fait, on ne pouvait pas la retracer au Maroc, c'était impossible. En plus, sa famille à elle vient du nord du Maroc, pas de Casablanca. Le corps était là dès le départ. Bon, ensuite, il a été enterré dans un cimetière public, mais dès le départ, il y avait un corps. Et pour info, cette information est confirmée, vu que des journaux marocains avaient bien parlé de la découverte de ce corps en juillet 2005. À cette époque, il n'y avait pas encore d'enquête qui était ouverte en France, donc là aussi, c'était impossible de faire le lien. D'ailleurs, j'ai également lu dans un article que les enquêteurs français qui travaillaient sur cette affaire dès 2007 s'étaient rendus au Maroc en 2008 pour interroger la famille Karbal et se mettre en connexion avec les autorités de Casablanca. Mais là aussi, les autorités marocaines n'avaient pas fait le lien avec la découverte de ce corps parce que c'était survenu 3 ans plus tôt. En réalité, si une enquête avait été ouverte dès 2005 quand Mohamed avait alerté les autorités, l'enquête aurait été résolue à ce moment-là, forcément. Pour en revenir à Karbal, ce qu'il explique aux journalistes, c'est que c'est uniquement après le meurtre de Karima qu'il a décidé de ramener Rabia avec ses papiers en France. En fait, il s'est dit que fallait faire d'une pierre deux coups. Karima était morte, ses papiers ne lui servaient plus à rien dorénavant. Autant en profiter pour ramener Rabia en France. Il a fait jouer ses contacts et on a pu le mettre en relation avec un faussaire au Maroc qui a modifié la photo sur le passeport de Karima pour 2000 dirhams, c'est-à-dire environ 200 €. Et la suite, on la connaît. Rabia a pris le ferry avec les papiers de Karima. Ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que Karbal raconte tout ça maintenant ? Ce qu'il explique aux journalistes, c'est que s'il a gardé silence pendant toutes ces années et qu'il avait clamé son innocence, c'était pour protéger Rabia et ses 2 fils. Parce qu'entre-temps, il a eu un autre enfant avec elle. C'est ce qu'on appelle un bébé parloir. Il voulait protéger sa petite famille, mais à présent, il a besoin de soulager sa conscience. Est-ce que c'est vrai d'après vous ? Non, pas du tout. J'ai lu dans un article qu'en réalité, lui et Rabia se sont séparés peu de temps avant qu'il appelle ce journal. Donc bon, aveu pour soulager sa conscience, il a simplement voulu se venger de Rabia. En tout cas, quand l'article du journal sort, c'est le choc pour la famille de Karima, mais également le soulagement, parce qu'à présent, on sait ce qui lui est arrivé. Les autorités françaises entrent en contact avec les autorités marocaines et en mai 2017, Bouchaïb, le frère de Rabia, est à son tour arrêté au Maroc. Et lorsqu'il est interrogé, il passe tout de suite aux aveux, mais il ne donne pas tout à fait la même version que Karbal. Mais ça, on s'en serait douté. Ce qu'il raconte, c'est qu'il a bien rejoint Karbal et Karima le soir du 14 juillet 2005, quand ils sont arrivés à Casablanca. Bouchaïb explique que tous les 3 sont allés manger dans un restaurant de grillade à Hat-Soualem, c'est une ville qui est près de Casablanca, et ensuite ils sont montés en voiture, et c'était Karbal qui conduisait. Là, pour le moment, sa version correspond à celle de Karbal. Mais, et c'est là où ça change, Bouchaïb dit que pendant le trajet, Karbal a sorti un couteau et il a poignardé Karima. D'un coup, sans aucune hésitation. Bouchaïb dit qu'il a lui aussi sorti un couteau et il a commencé à poignarder Karima, parce que c'est ce qui était prévu dès le départ. Karbal avait prémédité ce meurtre. Bouchaïb dit que Karbal a ensuite égorgé Karima pour l'achever, c'est comme ça qu'elle est morte. Et là aussi, il l'a égorgée sans aucune hésitation.
Il dit que tout s'est passé très vite, mais il est catégorique. C'est Karbal qui a commencé à poignarder Karima et c'est Karbal qui l'a achevé en l'égorgeant. Après ça, les deux hommes se sont arrêtés près d'une route et se sont débarrassés du corps comme l'avait expliqué Karbal, donc ils l'ont brûlé. Et si vous pensiez que c'était fini, Bouchaïb explique aux enquêteurs qu'après avoir brûlé le corps de Karima, ils ont fait autre chose, quelque chose de très grave qui m'a brisé le cœur. Il dit qu'il y avait un fermier qui habitait à proximité de l'endroit où ils se sont débarrassés du corps. Et apparemment, il les a vus. Puis il a continué sa route. Donc en réalité, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'il les a vus et il a fait mine de ne pas les voir et il a continué de marcher, ou est-ce qu'il ne les a pas vus? On ne sait pas. Sur le coup, Bouchaïb et Karbal n'ont rien fait. Ils sont rentrés dormir, mais le lendemain, ils sont retournés à cet endroit et ils ont tué le fermier. Bouchaïb dit qu'ils ont enterré le corps à proximité parce qu'ils avaient peur qu'il ait vu quelque chose et qu'il les dénonce à la police. Bon, je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de détails sur cette partie de l'histoire. On n'a même pas l'identité du fermier. Et quand les enquêteurs ont interrogé Karbal pour voir si cette partie de l'histoire est vraie, il a nié. Il a dit qu'ils n'ont jamais tué de fermier. Qui croire? Bon, j'en sais trop rien, mais pourquoi Bouchaïb irait inventer un deuxième meurtre si ça n'a pas existé? Alors ok, il y a un moratoire sur la peine de mort au Maroc, mais il risque gros quand même. Donc pourquoi inventer ça? On peut dire qu'il aurait voulu se venger de Karbal, qu'il aurait voulu faire en sorte qu'il soit extradé vers le Maroc pour être à son tour inculpé. Je sais pas, mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas trouvé l'identité de ce fermier. Après, ça veut pas dire qu'il n'a pas existé, parce que dans certaines zones rurales au Maghreb, il n'y a pas forcément un bon recensement de la population. Donc peut-être que cet homme était très vieux, qu'il n'avait plus de famille, peut-être qu'il n'était pas correctement recensé dans la région, j'en sais rien. Mais moi, à titre perso, je vois pas pourquoi il aurait inventé ça. Quoi qu'il en soit, le procès de Bouchaïb Diani s'ouvre à l'été 2018 à Settat, près de Casablanca. Et il réitère ses premières déclarations. Il ajoute que contrairement à ce qu'a raconté Karbal, le meurtre de Karima était bien prémédité avant même qu'elle ne vienne au Maroc. Tout était bien calibré, c'est pour ça qu'il avait un couteau sur lui quand il est monté dans la voiture avec eux. Ce qu'il dit pour justifier ce qu'il a fait, c'est qu'à l'époque, il avait accepté d'aider Karbal pour faire plaisir à sa sœur. Bon, après, c'est un peu un mytho aussi, Bouchaïb, parce que un coup, il dit que Karbal lui avait proposé de l'argent. Il lui avait proposé environ 60 000 dinars, c'est-à-dire environ 5 500 €. Ensuite, il dit qu'il l'a fait parce que Karbal l'avait menacé. Ensuite, il dit qu'il l'a fait pour faire plaisir à sa sœur. Il l'a fait pour l'oseille, on va se parler français. Le 5 septembre 2018, Bouchaïb est reconnu coupable et il est condamné à la prison à perpétuité. Et pour info, les sources ne précisent pas s'il a été condamné pour le meurtre de Karima et du fermier ou uniquement pour le meurtre de Karima. Après, je pense que c'est uniquement pour le meurtre de Karima parce qu'on n'a jamais retrouvé l'identité du fermier. Donc on peut partir du principe que Karbal ne sera jamais mis en examen pour ce meurtre, le meurtre du fermier, si tant est que ça a vraiment existé. Il est actuellement incarcéré à Gradignan, en Gironde, et sa femme, la douce et innocente Rabia, vit toujours à Angoulême. Elle a eu l'occasion de s'exprimer sur cette affaire et elle a toujours clamé son innocence. La base. Bon, je sais pas si elle est de nouveau avec Karbal, mais la famille Karima est convaincue qu'elle est impliquée dans le meurtre de Karima. Elle était forcément au courant du plan de Karbal, ou elle l'a su après, d'après eux. La nuit du meurtre de Karima, Karbal l'a rejoint, elle, à Casablanca, dans leur maison. Il est venu avec les affaires de Karima, la voiture était tachée de sang, et elle s'est pas posé de questions. Et quand elle a voyagé avec les papiers de Karima pour venir en France, elle s'est pas posé de questions. Quand Karbal lui a donné les affaires de Karima et qu'il a vidé l'appartement de Karima, là aussi elle s'est pas posé de questions. Et quand elle a découvert que Karima avait disparu mystérieusement, toujours pas de questions. Je veux bien admettre qu'elle est douce et innocente, mais quand même. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre qu'elle a pas été poursuivie par la justice, parce qu'oubliez pas qu'on a retrouvé son écriture sur le bordereau de sortie du territoire marocain. En vrai, la question que je me pose dans cette affaire, c'est qui n'était pas au courant du meurtre de Karima parmi ses proches. Vraiment, c'est la question que je me pose. Bon, je vais quand même éviter d'accuser à tort et à travers des gens, parce que c'est une affaire française, donc on pourrait m'intenter un procès pour me voler des petites sous. Donc, je n'accuse personne. Je soulève quelques doutes. Et plus sérieusement, comment on peut accepter de faire un faux témoignage devant la justice pour protéger un frère qui a tué sa femme? Un faux témoignage. Je crois que vraiment, il y en a qui se rendent pas compte de la gravité du faux témoignage. Moi, je vous parle sur le plan religieux, parce que je suis moi-même musulmane. Oh, le faux témoignage, c'est tellement une dinguerie. Vous savez que j'ai encore dans ma tête l'interview des sœurs de Karbal qui le défendaient bec et ongles avant qu'il fasse ses déclarations au journal local, le Charentais Libre, je crois, un truc comme ça. Elles étaient là, mais elles clashaient Karima. Ouais, c'était une déséquilibrée, elle était pas normale dans sa tête, elle aimait attirer l'attention. Je vous jure que c'est une dinguerie. C'est trop fou de faire un faux témoignage devant Dieu pour une merde qui a égorgé sa femme.
En tout cas, j'espère sincèrement que la famille de Karima a aujourd'hui trouvé la paix. Et mention spéciale à son frère Mohamed, bonhomme, il n'a pas lâché l'affaire. S'il n'avait pas forcé auprès de la justice, mais sa sœur, en fait, serait restée portée disparue pendant toutes ces années. Et l'autre fou du bus serait toujours à Angoulême avec la douce et innocente Rabia. Et ils auraient tout plein d'enfants. Je vous jure, cette histoire, elle m'a fait mal au cœur. Ça m'a brisé le cœur parce que j'arrive pas à comprendre ce type de dynamique. Autant lui, en plus de ça, pendant le procès, quand il a été condamné, il a dit à la famille de Karima, j'espère que votre sœur brûle en enfer. C'est quelle dinguerie de faire ça. Toi, t'as un frère, il est comme ça, et genre, tu le soutiens. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.